Quand Monsieur Lisereau aperçut, accroché au mur de mon cabinet, le tableau que je venais d'acheter, son attitude me frappa. J'y démêlais autant de surprise que de perplexité. Monsieur Lisereau, mon homme d'affaires, était un petit bureaucrate aux cheveux blancs qui venait tous les matins mettre de l'ordre dans mes paperasses. Le tableau, lui, se présentait sous l'aspect d'un paysage montagneux. Un hameau, avec, au dernier plan, la belle découpure d'un éperon puissant. « Ça vous plaît, monsieur Lisereau ?» Monsieur Lisereau, tout menu qu'il fût, avait coutume de se mouvoir au ralenti, avec une sorte de majesté. Il parlait en se rengorgeant et pesait ses mots, longuement médités. « Monsieur, me dit-il après plusieurs secondes de réflexion, « Monsieur, je ne suis point qualifié pour critiquer cette peinture. Elle me paraît fort remarquable. Mais je dois vous avouer que elle m'impressionne, monsieur, d'une façon tout à fait singulière. » « En quoi donc, monsieur Lisereau ?» Le petit bonhomme propre regardait la toile, les mains croisées derrière le dos, un peu voûté dans ce pardessus noir qu'il ne quittait jamais. Il levait vers le paysage sa tête d'oiseau et ses yeux bleu clair que l'âge embuait. « Où est situé cet endroit ?» me demanda-t-il avec une espèce de curiosité anxieuse. « Je n'en sais, ma foi, rien, monsieur Lisereau. J'ai acheté ça chez un marchand de la rue de Tournon. Ça m'a tiré l'œil, à cause de l'atmosphère. C'est signé d'un nom illisible, probablement inconnu. Je suppose que ça représente un coin de Savoie. »« Ah !» fit gravement monsieur Lisereau, enfoui dans une sombre méditation. Je le considérais avec étonnement. « Cela vous rappelle quelque chose ?» lui dis-je. « Auriez-vous passé par là ?»« Voilà précisément, monsieur, ce que je ne m'explique pas. » Il me montra ses prunelles d'azur troubles, agrandies par l'incompréhension. « Je n'ai jamais quitté Paris, monsieur. Paris ou la banlieue. Et pourtant, voici un paysage qui me cause une émotion violente. »« C'est bien le paysage qui vous émeut, lui demandai-je. Ce n'est pas le tableau même. »« C'est le paysage, monsieur, j'en suis certain. En quelque manière, je me le rappelle, quoique, mais comment dire, que serait cette chose, cette tristesse qu'il éveille en moi, sinon un souvenir? Mais monsieur Lisereau, il n'y a pas là de quoi vous tourmenter. Le phénomène est connu. Bien qu'il demeure mystérieux, j'en conviens. Souvent, on a l'illusion d'avoir déjà vu ce qu'on voit cependant pour la première fois. Vous n'en avez pas les traînes. Cela est possible, monsieur, concéda monsieur Lisereau, qui s'était remis à contempler le tableau. Mais je n'avais pas encore éprouvé cette sensation. Et elle m'agite. Quoi, monsieur Lisereau? Persisterait-elle? Voilà qui serait nouveau. D'habitude, ces faux souvenirs passent comme des éclairs. Elle persiste. Monsieur, déclara le petit vieillard avec angoisse. Je me pris à rire de sa mine effarée. Eh bien, lui dis-je, je vous promets de faire l'impossible pour identifier ce site. Quand nous connaîtrons le nom du village et quelle est cette montagne, peut-être retrouverez-vous dans votre mémoire l'origine du sentiment qui vous obsède. C'est un malaise, monsieur, une véritable oppression, quelque chose de... Il me fit face, humble et profond, et termina. Je crois pouvoir me servir d'un mot, monsieur, qui n'est pas de notre langage, à nous autres gagne-petits. Quelque chose de pathétique, monsieur. Eh, monsieur Lisereau, si gagne-petit que vous soyez, que diable, tous les mots du dictionnaire sont à votre disposition. Mais en vérité, ce pathétique achève de m'enthousiasmer. Comptez sur moi, monsieur Lisereau. Je vais me mettre en quête dès aujourd'hui. Le marchand de tableaux ne put me fournir aucun renseignement sur l'artiste qui avait peint la toile énigmatique. Je poursuivis mes recherches avec méthode. Les moindres détails du tableau furent relevés par mes soins. Je les connus sans exception, depuis les moulures du cadre jusqu'aux caractéristiques des herbes et des buissons qu'un pinceau soigneux avait brossés devant les maisons basses du village. Celles-ci n'étaient pas anciennes, donc la réalité actuelle ne devait guère différer de cette image picturale. J'orientais le lieu grâce à l'église qui, très vieille, ouvrait à coup sûr son porche face à l'ouest. Je feuilletais des albums de géographie illustrés. Je fis défiler dans mon cabinet tous ceux de mes amis qui se plaisaient à voyager. J'envoyais des photographies du tableau à tous les syndicats d'initiative des régions accidentées. Chaque matin, monsieur Lisereau m'interrogeait d'un regard chargé de crainte. Presque toujours, je le trouvais immobile devant l'objet de son inquiétude. Il me confia que, maintenant, il en emportait le spectacle intérieur.
que la hantise de ce paysage le poursuivait, et que sa modeste existence en était tout assombrie. Sur mon conseil, il remonta dans l'histoire de ses ascendants, afin de contrôler si l'un d'entre eux n'avait pu lui transmettre, par atavisme, quelque souvenir passionnel ou dramatique qui intéressât un pays de cimes et de vallons. Besogne fastidieuse et superflue. L'âme de M. Lisereau errait dans les brouillards de l'inconnu. Enfin, j'appris ce que nous désirions découvrir. Un visiteur m'en instruisit. Les hasards d'une villégiature à Aix-les-Bains lui avaient fait connaître au cours d'une excursion le modèle de ce portrait verdoyant. Je dis à M. Lisereau, « Ça y est, ça se trouve dans le département de l'Ain, près de Culose. La montagne, c'est le Colombier, le village, Talicieux. Eh bien, ça ne vous dit rien, rien, monsieur. » Et M. Lisereau, désappointé, navré, restait là, les bras au corps, les yeux baissés et vagues. Alors, décidai-je, il n'y a plus qu'un moyen d'en finir. Partons. Je vous emmène là-bas en automobile. Il s'y résolut, d'un effort valeureux. M. Lisereau rompit avec toutes ses habitudes de vieux petit bureaucrate casanier. Le lendemain, vers 3 heures après-midi, ma 40 chevaux débouchait devant un immense panorama, borné au nord par la superbe descente du Colombier. « Reconnaissez-vous, monsieur Lisereau ?»« Oui, monsieur, dit-il dans le ronflement du moteur. Je reconnais le fond du tableau. »« Rien de plus. »« Hélas, non, monsieur. Nous approchions certainement. »« Talicieux ?» demandai-je sans ralentir à un paysan. « Tout droit. » Deuxième patelin. Je filais, le regard rivé à la route, pressé de savoir enfin s'il se pouvait, quel était l'étrange souvenir de monsieur Lisereau. « Mais c'est là, s'écria-t-il tout à coup. « C'est là! Vous dépassez, vous allez trop vite. Diable !» grommelai-je en jetant un coup d'œil sur les environs. « C'est vrai !» Nous faisions du 100 à l'heure. Je freinai brutalement, comme un novice. La route poudreuse fit déraper la voiture. Je vis un tronc d'arbre fondre sur nous, et je décrivis dans les airs une courbe interminable. Catastrophe. Des gens accoururent. On nous releva. J'étais fort mal en point, mais M. Lisereau avait cessé de vivre. M. Lisereau était venu mourir en ce point du monde dont la reproduction l'avait si curieusement bouleversé. On aurait dit qu'il se fût souvenu de sa vision suprême. On aurait dit qu'il se fût rappelé le décor futur de sa fin tragique. Et le mystère de son obsession s'expliquait par un autre mystère dont je demeurerais confondu et presque épouvanté, si je ne savais combien l'esprit humain témoigne de bizarrerie et le hasard de malignité.